Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est le docteur Michel Simès. Bonjour docteur. Bonjour chère madame. Merci d'être avec nous. On va parler avec vous des pouvoirs extraordinaires du corps humain, les pouvoirs de l'amour. Et alors je dois avouer que je suis très déçue par cette émission parce que je pensais que l'amour c'était magique. C'était pour toujours. Et que c'était pour toujours et que c'était magique. Et alors on apprend plein de trucs dans cette émission. On va y revenir dans un instant. Vous êtes évidemment aux côtés d'Adriana Carambeu. Vous êtes toujours un homme très occupé. On vous retrouvera bientôt, je pense, avec Ça ne sortira pas d'ici, l'émission de deuxième partie de soirée qui cartonne. Qui cartonne sur France 2. Ouais. Bah oui, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'émission de deuxième partie de soirée. Qui marche bien, c'est même étonnant ce qui se passe avec des, je sais pas, on a 5-6 millions de vues sur Snapchat, sur des extraits. Enfin, il se passe un truc sur cette émission qui est assez extraordinaire. Et vous n'êtes pas étonné des confidences des stars, en fait, parce qu'elles vous racontent des choses incroyables. Oui, alors je suis étonné, si vous voulez, j'applique dans cette émission ce que je fais en consultation, parce que je continue à exercer, avec un dialogue qui s'instaure. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, les gens ont l'air d'oublier qu'il y a une émission de télé et qu'il y a du public derrière. Et il s'installe une vraie complicité. Alors j'essaie d'être aussi empathique qu'on peut l'être quand on est médecin, et ça marche, et les gens me disent des choses, mais je ne vais jamais vers le secret médical, c'est-à-dire que ça c'est une règle, et si à la fin de l'émission un de mes invités a dit des choses qu'il ne veut pas garder, on l'enlève, c'est que de la bienveillance. C'est arrivé une fois, oui. Mais c'était rien d'extraordinaire, mais la personne en sortant a dit je préfère qu'on l'enlève parce que ça va. C'est le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que tout est amplifié, déformé. Donc voilà, mais sinon, et ce qui est extraordinaire, c'est que nos invités sortent de l'émission, mais hyper contents. À tel point, je suis extrêmement fier, je suis pas très modeste, mais les agents nous appellent en disant la personne que je représente voudrait participer à l'émission, et des gens connus. Et ça, c'est extraordinaire. Alors les prochains, vous pouvez nous dire ou pas déjà? Non, parce qu'on est en train de faire, le casting, mais on ne choisit pas que des gens qui nous ont appelés quand même. Vous avez publié également Même pas bête, les 5 sens. C'est paru aux éditions Glénat Jeunesse, et puis le journal Dr Good qui cartonne. Magazine, ouais, Dr Good. Qui était une réussite. Tout ce que vous touchez, vous réussissez. Écoutez, maintenant que vous me le dites, vous me le dites. Non, c'est vrai que Dr Good, c'est une aventure complètement dingue. Tout le monde nous a regardé avec des gros yeux en disant mais vous êtes fous de vous lancer dans un magazine de presse écrite aujourd'hui, alors tout est numérique. On l'a lancé, ça fait entre 160 et 200 000 exemplaires tous les 2 mois. On a lancé C'est Bon, qui est l'équivalent de Dr Good, mais pour l'alimentation, ça cartonne. On a lancé Dr Good Kids pour les enfants, ça cartonne, et on va lancer un Dr Good Veto pour les gens qui ont des animaux. Voilà. Les pouvoirs du corps humain, les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ça aussi c'est une affaire qui marche, qui dure, avec Adriana Carambeu. Oui, un couple merveilleux qui fonctionne bien. Oui, on s'entend super bien. Roméo et Juliette, ça commence comme ça l'émission. Voilà. Vous avez vu, elle est au bord du balcon et elle tire sa tirade. On se permet même de déconner un petit peu au début. Voilà, c'est toujours c'est toujours un plaisir incroyable. Et donc le thème de cette émission, c'est l'amour, l'amour, les mystères de l'amour qui ne sont finalement pas si n'est finalement pas si mystérieux que ça. Oui, alors peut-être qu'en regardant l'émission, les gens vont se dire oh là là, ils ont tout ramené à la médecine, à la biochimie, à la biologie, à ce qui se passe pendant un coup de foudre, aux neuromédiateurs dans le cerveau, à tout ça. Mais en même temps, ça permet de comprendre tellement de choses, et notamment toute la partie, par exemple, qui est consacrée à la raison pour laquelle vous tombez amoureux, ou à la raison pour laquelle vous avez, aux raisons pour lesquelles vous avez un petit coup, quelque chose qui se passe avec une personne. Et c'est vrai qu'on décortique un petit peu le côté... c'est qu'en gros, l'amour s'explique scientifiquement. Absolument. L'amour s'explique scientifiquement, et on a d'ailleurs un test avec 4 jeunes filles qu'on a mis dans un théâtre, et à qui on a fait respirer, par exemple, le t-shirt de 4 jeunes hommes qui ne s'étaient pas lavés la veille, qui avaient dormi avec leur t-shirt, et qu'il fallait respirer pour voir un petit peu si elles étaient attirées. Il se passe des choses étonnantes dans ce test, vraiment. Ça match parfois de façon... Dans le même test, elles sont aveugles, et il y a la voix, parce que la voix peut amener quelque chose d'érotique. Et puis alors plus qu'érotique, puisqu'on parle médecine, la voix d'un homme est très importante sur le plan de l'imprégnation de testostérone, qui est l'hormone mâle par excellence. Et c'est vrai que quand on a des voix très graves chez les hommes, c'est rassurant pour les femmes,
pour des raisons qui nous dépassent un petit peu, mais qui font que la testostérone est une preuve de fécondité, est une preuve que l'homme pourra vous faire des enfants. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Et entre autres, on apprend aussi que lorsqu'on est très amoureux, chez les hommes, il y a la barbe et les poils qui poussent beaucoup plus rapidement. Je l'ai appris en même temps. C'est incroyable. Moi, j'ai découvert plein de trucs. Quand on a des coups de foudre, qu'on est amoureux, étant donné qu'on a une sécrétion de testostérone importante et que c'est cette hormone qui fait pousser les poils chez l'homme, on a la barbe qui pousse plus vite. Ce qui est bien, parce que il semblerait que la barbe soit un critère aussi de masculinité, et que les femmes aiment beaucoup. Comment on explique aussi dans l'émission que la passion, ça dure pas toute la vie. Oui. Et ça s'explique aussi scientifiquement. Alors, les scientifiques disent que c'est entre 18 et 36 mois et qu'en général, ça ne dépasse pas les 3 ans pour qu'une passion... en même temps, pour tous ceux qui ont vécu la passion, c'est tellement dévorant qu'heureusement que ça ne dure pas toute la vie, parce que sinon on ferait rien d'autre. Déjà 3 ans de passion, c'est déjà, je trouve, beaucoup. Mais s'il y en a encore parmi les auditeurs qui sont passionnés après des années, vous inquiétez pas. Il y a des cas aussi. Ça dépend des récepteurs qu'on a, un neurotransmetteur qui est l'ocytocine. Vous vous souvenez de ce film de Claude Zidi qui était Les Sous-doués en vacances, et il y avait la Love Machine, la machine dans laquelle scientifiquement on pouvait faire rencontrer des gens qui étaient compatibles. Est-ce que finalement on pourrait pas inventer un parfum ou savoir la compatibilité avec une personne? Alors si c'est pas un parfum. Alors ce qui nous stimule, et on en parle dans l'émission bien évidemment, c'est les phéromones qui sont inodores, incolores. Enfin, c'est quelque chose qui émane d'une personne et qui va stimuler une partie de notre qui est à l'état de vestige chez l'homme, qui est l'organe voméronasal qui est sur la cloison nasale, mais probablement qui va stimuler aussi les filets olfactifs et qui vont inconsciemment nous faire matcher avec quelqu'un, faire en sorte que cette personne va avoir de l'effet sur nous. Il y a eu des gens qui ont vendu dans les magasins de parfums des soi-disant des phéromones pour attirer l'autre, mais c'est une escroquerie, bien évidemment. Alors il y a aussi les nouveaux modes de rencontres, et vous interrogez dans l'émission des vieux couples, des couples qui ont plus de 60 ans de mariage, et puis les jeunes générations sur leur rapport à l'amour. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, et sur les rencontres, il y a 50% aujourd'hui des rencontres amoureuses qui sont sur les Internet. Sites. Et alors moi, dans ma génération, je regardais ça avec des gros yeux, et puis surtout, j'avais pas une très très belle image de ces sites de rencontres, ou de cette façon programmée d'aller choisir son partenaire en fonction d'un certain nombre de critères que vous trouvez sur les sites. Et finalement, dans l'émission, et là aussi on le voit, je rencontre notamment d'abord un couple, d'un jeune couple qui s'est retrouvé et qui s'adore, et ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils ont fait des enfants, et c'était formidable parce qu'ils étaient tellement touchants que moi, ça m'a fait changer complètement d'avis sur les sites. Et puis, on a participé à un atelier cuisine avec des célibataires qui se disent bon, je suis tout seul, j'arrive pas à trouver l'âme sœur, autant que je vienne déjà apprendre à faire la cuisine, et puis en même temps, peut-être que je rencontrerai des gens. Bon, c'est comme ça, c'est la vie fait qu'aujourd'hui, la société nous rend très difficile des rencontres. Bon, je dis why not, hein, pourquoi pas les sites. Mais c'est vrai que quand on est amoureux, on peut se surpasser, le corps change. On dit que le corps change, effectivement, le cerveau change. Surtout, c'est votre cerveau qui va se modifier, qui va modifier les sécrétions de ces neurones médiateurs qui permettent la transmission de l'information entre les neurones. Voilà, et effectivement, la chercheuse, notamment Lucie Vincent, nous dit que on change notre cerveau. Voilà, et notre cerveau change en fonction de l'amour, de l'affection. Et d'ailleurs, on le voit avec les enfants. On a aussi une séquence avec un enfant qui vient de naître, un bébé qui vient de naître, pour expliquer comment les premières semaines et les premiers mois de la vie sont importants pour votre réaction affective pour la suite de votre vie. Vous parlez également des crises dans le couple, des chagrins d'amour dont certains ont beaucoup de mal à se relever. Bah oui, vous avez vu qu'on est allé dans un... Enfin, moi, j'ai découvert ça aussi. Je ne savais même pas qu'il y avait des groupes de parole pour les gens, pour les femmes notamment, parce qu'on a suivi des femmes qui ont subi des chagrins d'amour. Un chagrin d'amour, quand vous le subissez vous, et que vous arrivez à tourner la page, soit parce que vous rencontrez quelqu'un, soit parce que vous avez réussi à vous dire bon c'est fini, on va passer à autre chose, ça va. Mais quand ça vous prend la tête pendant des années, que ça vous pourrit la vie, que ça vous empêche de bosser et que ça vous empêche d'avoir des relations sociales normales, et il y a un groupe de parole où on a rencontré effectivement des femmes qui avaient subi un vrai traumatisme psychologique après une rupture.
Et vous, quel... Je croyais, moi, j'ai pas de subi traumatisme. Non. Mais quel est l'amour chez vous? Vous êtes un passionné, vous offrez des fleurs, vous êtes romantique, ou vous êtes médecin, vous mettez la main aux fesses? Vous êtes le cliché du médecin. Mais c'est un cliché, jamais de ma vie. Il est ORL, il met le doigt dans la bouche. Ou dans le nez, voire dans l'oreille. Vous savez ce qui est terrible avec la période qu'on vit aujourd'hui, notamment avec tous ces prédateurs, c'est que vous faites un petit... moi, j'ai fait un peu comme beaucoup d'hommes en me disant, mais est-ce que j'ai un jour dans ma vie fait quelque chose, soit dans ma carrière professionnelle de médecin, soit même en tant qu'être humain simple, est-ce que j'ai fait quelque chose auprès d'une femme qui pourrait aujourd'hui me dire que ça pourrait ressortir, parce que je suis public, en disant tiens, mais je vous assure que j'ai tous les mecs aujourd'hui. Non, posez-lui la question, vous la connaissez bien, mais non, mais à l'antenne. Oui, à l'antenne, effectivement. Vous avez fait des blagues. Je pense qu'il pourrait du hashtag MeToo à l'antenne, ça, il y a. On va pas plaisanter avec ça, mais non, mais vous savez, enfin, vous voyez bien la différence. Vous ne pouvez pas faire semblant d'imaginer. Mais bien évidemment, pour répondre à votre question, moi je suis plutôt un romantique. Donc vous voyez, la main aux fesses, c'est vraiment... ou alors quand c'est dans des moments intimes. Mais vous trouvez que c'est devenu dur pour un homme de draguer, de séduire? Je pense que c'est dur. Alors, je peux pas vous dire, moi, à titre personnel, parce que je suis marié, mais je vois... Moi, j'ai des fils qui ont une vingtaine d'années. J'ai pas l'impression que ce soit difficile pour eux aujourd'hui, parce que les jeunes entre eux... oui, ils ont les mêmes codes, en fait. Ils ont les mêmes codes. Et non, ce qui est difficile, c'est qu'on se pose la question à chaque fois qu'aujourd'hui on fait une blague, surtout que moi je suis un peu... Blagueur. Voilà. On se dit, oulala, est-ce que je suis pas allé trop loin avant même de finir sa phrase, quoi. Y a, entre la blague et l'acte passage à lui-même et le passage à l'acte, c'est une chose. Il y a une nuance. Oui, mais... voilà, on est dans une période où dans pas mal de domaines, et pas seulement dans celui-là, il faut faire un peu attention. L'émission s'attaque également aux idées reçues. Dans chacune des émissions, oui, vous voyez arriver. Je vois votre œil. Voilà, pas du tout. Effectivement, toutes les idées reçues autour du sexe, le point G, et du clitoris. Taille. Et du clitoris, c'est comme le dit notre sexologue qui est avec nous dans cette émission. Si à la fin de l'émission, les hommes peuvent comprendre que le clitoris, ce n'est pas un petit bouton d'ascenseur sur lequel il faut appuyer jusqu'à ce qu'on arrive au bon étage, ce serait pas mal, mais que c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce qui fait que aujourd'hui, et là on l'a pas inventé, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais il faut le répéter sans arrêt, il n'y a pas de plaisir clitoridien ou de plaisir vaginal chez la femme. Vous parliez de génération, moi je me souviens quand j'ai commencé ma carrière entre guillemets sexuelle, c'était la première question qu'on se posait entre copains, alors elle était vaginale ou clitoridienne. Ça n'existe plus, c'est toujours clitoridien, et que ce soit avec la pénétration ou pas. Donc voilà, ce qu'on essaye aussi d'expliquer, que la taille n'y est pour rien, etc. Mais c'est compliqué ce discours avec l'omniprésence de la pornographie et avec justement le comportement sexuel qui change avec des changements très importants, avec l'identification à tout ce qui est pornographie. C'est très compliqué et tous les spécialistes disent que l'apprentissage de la sexualité se fait d'abord sur Internet par les jeunes et les adolescents aujourd'hui, et qu'il y a une déformation complète de ce qu'est la réalité. Ouais. Après, on compte sur... Enfin, je sais pas. Mais encore une fois, même j'ai des enfants, j'ai l'impression que tout se passe bien pour eux, bien qu'ils aient été d'une génération qui aurait pu aller sur Internet et qui sont allés probablement sur Internet. Je ne vais pas aller chercher sur les ordis, mais je pense qu'ils y sont allés. Voilà, c'est à nous, parents, d'expliquer que la vie... Et puis, je pense... à part dans des milieux dans lesquels les parents sont absents complètement, que voilà, même s'ils ont une vision complètement déformée de la sexualité par Internet, la vie les ramène à la réalité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on s'automédicalise pas plus sur Internet? Est-ce que finalement, on consulte moins les médecins et on va vraiment de plus en plus sur Internet? Non, on va s'informer, on s'automédicalise pas trop. Alors, bien évidemment, il y a... si on vous dit allez acheter du paracétamol en parapharmacie et puis vous l'aurez, voilà, vous pourrez vous soigner un petit peu. Je pense le problème d'Internet, c'est pas vraiment les informations qu'on va y chercher, c'est les forums. Ils s'échangent énormément de conneries entre les patients et c'est ça qui est dangereux.
Et puis, Internet permet à des désinformateurs, et je suis bien placé pour le savoir puisque je me bats, vous le savez, pour les vaccins, et je me suis fait attaquer. Voilà, et je me fais attaquer en permanence par des anti-vaccins. Le danger, il est là, il est plus dans la mauvaise information, voire la désinformation crapuleuse, plutôt que dans aller chercher. Moi, quand j'ai un patient qui vient me voir en me disant je suis allé sur Internet voir par rapport à votre spécialité, j'ai vu où c'était, etc., je discute avec lui. Mais parfois, ils viennent en disant « je veux pas de médicaments, docteur, parce que j'ai vu sur Internet que… Oui. » Et là, c'est très difficile de faire changer, en particulier sur la vaccination. Le débat est très compliqué et parfois même impossible. Vous savez, Valérie, l'idée, elle est simple. Il faut, et je suis désolé, on est dans un pays démocratique où la parole est libre, il faut arrêter. Et je m'adresse à tous les médias, et je l'ai fait sur C'est à vous, je l'ai fait sur plein de médias. Il faut arrêter de donner la parole aux anti-vaccins. Vous ne pouvez pas laisser les gens s'exprimer quand il s'agit de désinformation, et plus on leur donne la parole, même s'il y a des détracteurs en face, et d'ailleurs je me refuse à débattre avec des anti-vaccins, il ne faut pas leur donner la parole. Je vais passer pour un dictateur, pour un censeur, pour tout ce que vous voulez, mais on est dans le domaine de la santé publique. C'est une catastrophe. Que les cas de rougeole mortels il y a des cas de rougeole, il y a des pays dans lesquels… Vous n'avez jamais eu aucun doute? Jamais. Non. Jamais de ma vie j'ai eu de doute. Ce qui n'empêche pas qu'il y a une notion essentielle en médecine qui est la notion de rapport bénéfice-risque, et qu'à partir du moment où on a un acte médical, on a un risque même minime, mais c'est le bénéfice qui l'emporte. Et c'est comme ça dans tous les actes médicaux. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, donc ça parle d'amour ce soir, les pouvoirs de l'amour. 80% de notre communication amoureuse est non verbale. Et puis il y a dans le regard, voilà. On se regarde, allez, partez, il est temps que vous partiez. La passion, je vais vous laisser alors. La passion amoureuse entre 18 et 36 mois, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Il faut regarder cette émission ce soir à 21h sur France 5. Michel Simès, Adriana Carambeu pour vous parler de l'amour et des pouvoirs de notre corps. Merci Michel Simès d'être venu ce matin sur Sud Radio. On se retrouve nous dans quelques instants.